Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside, votre rendez-vous consacré à l'actualité juridique et du monde du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de la conformité aux règles de la concurrence avec Martha Giner-Assins, associée chez Norton Rose Fulbright. On parlera ensuite des captives de réassurance avec Dorothée de Bernis, associée chez Carlara. Et enfin, Francesc Dominguez, consultant en marketing juridique et marque personnelle, nous parlera comment développer sa marque personnelle pour un avocat. On débute tout de suite cette émission avec Martha Giner-Assins, associée chez Norton Rose Fulbright. Martha, bonjour. Bonjour Arnaud. Quelles sont les tendances en matière de conformité aux règles de la concurrence ? Alors, comme vous le savez, c'est un domaine qui est toujours très riche en actualité et en tendances. Donc, j'ai choisi de vous parler de deux tendances en particulier. La première, qui existe déjà depuis un certain temps, mais on a connu une recrudescence depuis avant l'été, c'est la prise en compte par les autorités de nouveaux facteurs de concurrence. C'est-à-dire les accords sur les prix, les parts de marché, la localisation territoriale, ça on connaît. Mais là, les autorités prennent en compte, par exemple, la communication environnementale ou les clauses de non-concurrence dans les accords, dans les contrats de travail. Donc, véritablement de nouveaux facteurs de concurrence qui, de leur point de vue, ont également un impact sur la structure de marché et le fonctionnement des entreprises. Ça va se traduire comment ? On a une idée ? Par exemple, là, depuis quelques mois, on assiste tout particulièrement aux États-Unis à une flopée de contentieux de la part de la FTC sur tout ce qui est ce qu'ils appellent les no poaching, donc le fait d'inclure dans les contrats de travail des clauses de non-concurrence ou le fait de se mettre d'accord entre employeurs pour ne pas aller chercher les employés des autres entreprises. Ce qui est une pratique qui est comme très, très fréquente. Et donc, le fait de se dire que ça peut constituer un accord anticoncurrentiel est quand même une idée innovatrice que les entreprises doivent assimiler. Bon, maintenant qu'on a vu les tendances à venir, quelles sont les bonnes pratiques en la matière ? Alors, ça oblige, cette nouvelle approche, ça oblige véritablement à revoir la manière dont on forme les équipes, puisque on peut avoir une discussion anticoncurrentielle au détour d'une discussion qui paraît tout à fait légitime. Par exemple, on se réunit au sein d'une association professionnelle pour se dire comment on va mettre en œuvre une nouvelle réglementation environnementale, tout à fait légitime et d'ailleurs pro-concurrentielle, mais au cours de ces discussions, ça peut dériver et on peut aller jusqu'à se mettre d'accord sur comment on va communiquer sur ces nouvelles règles. Et donc, il faut véritablement former les équipes pour savoir où est la ligne jaune. Ça ne veut pas dire que le droit de la concurrence est un obstacle à la mise en place de partenariats, à la mise en place de projets justement de sustainability, mais ça veut dire qu'il faut que les entreprises s'approprient le droit de la concurrence pour que ça devienne un outil et pas un obstacle. Donc, il faut être vigilant, se former. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques à retenir ? Absolument. Je mettrai aussi le point, je mettrai un accent sur une nouvelle tendance et une pratique qui en découle, qui fait référence aux nouvelles formes de contrôle des opérations de concentration. On connaît tous le merge control, le contrôle de concentration. C'est un raisonnement qui est assez mathématique, soit on est dans les seuils, soit on n'y est pas, et donc ça permet un raisonnement assez facile à gérer en interne. Mais là, il y a de nouvelles formes, il y a tout ce qui est investissement étranger, il y a l'article 22 qui permet à une autorité nationale de renvoyer à la Commission européenne, même si les seuils ne sont pas atteints. Il y a le nouveau règlement en matière de subventions étrangères. Donc là aussi, ça demande une révolution copernicienne en interne de la manière dont on aborde les opérations. On n'est plus juste dans une démarche, est-ce qu'on est dans les seuils ou pas ? Il faut aller un peu plus loin et dire, est-ce que cette opération va attirer l'attention des autorités de la concurrence et gérer en conséquence en mettant en place un plan stratégique. Donc, suivre aussi tout ce qui est réglementation, c'est important. Je pense par exemple au règlement sur les marchés numériques. Ça peut avoir un impact, même si ça concerne de gros acteurs. Mais absolument, c'est un très bon point. Et je dirais que de manière générale, avant, on était dans des règles qui étaient assez basiques finalement, même si je pense que toutes les équipes qui sont formées ne seraient peut-être pas d'accord, mais qui étaient quand même assez basiques, ne pas se mettre d'accord sur les prix, ne pas se mettre d'accord sur les marchés. Là, il faut aller un peu plus loin et véritablement comprendre comment fonctionnent les marchés, notamment dans le domaine numérique, avec ces nouveaux gatekeepers qui viennent d'être désignés c'était cette semaine. Il faut vraiment que chaque entreprise connaissent son marché, suivent la réglementation et appliquent les règles de concurrence de manière intelligente. En réalité, ça oblige à faire ou à revoir une cartographie des risques pour chaque entreprise pour voir où sont les domaines où véritablement il faut faire en sorte que les équipes soient à l'aise. On va conclure sur ces bonnes pratiques. Merci Martha d'être venue sur notre plateau. Merci à vous, toujours un plaisir.
Vous êtes toujours sur Lex Inside. On va parler des captifs de réassurance avec Dorothée de Bernis, associée chez Carlara. Dorothée, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce qu'une captive de réassurance ? Alors, une captive de réassurance, en fait, c'est une structure juridique qui est créée par un groupe et qui va fonctionner un peu comme la propre société d'assurance de ce groupe, puisque ça va permettre de s'auto-assurer dans une optique à la fois de mutualisation des risques du groupe et également pour réduire les coûts des primes d'assurance. En d'autres termes, on se crée une filiale, c'est ça ? On se crée une filiale, exactement. Alors, comment crée-t-on une captive de réassurance ? On crée une structure dédiée et cette société va conclure un contrat avec une société d'assurance classique qui ensuite va lui retransférer l'ensemble des risques ainsi que l'ensemble des primes. Et du coup, la société, l'année où il y a une bonne année, où il y a peu de risques, ça va lui permettre de constituer une provision comme un bas de laine et comme ça d'économiser au fil du risque. Et ça va lui permettre également de faire une politique de prévention, de mieux connaître les risques du groupe pour mettre en place une meilleure politique de prévention en interne. L'idée, c'est à la fois peut-être de diminuer les coûts des primes d'assurance. On sait que les primes d'assurance ont augmenté. Et aussi peut-être d'assurer certains risques qui ne sont pas couverts par les assurances. Oui, alors ça, en effet, c'est un des intérêts, outre la réduction des coûts, donc les coûts des primes et puis jouer aussi sur le niveau de franchise. Le deuxième avantage très important des captives, c'est cet avantage de pouvoir, comme on s'auto-assure, on peut assurer des risques qui sont soit pas assurables du tout, soit qui sont difficilement assurables. Par exemple, des risques qui coûtent trop cher à assurer, ça vaut pas le coup financièrement. Et quand on a sa propre captive, on peut le faire. Et puis je dirais que le troisième avantage, c'est la gestion des risques au long terme en fait, puisque donc c'est tout ça, c'est une vision long terme, c'est en interne. Ça permet de créer des provisions pour faire face à un risque très important qui peut survenir dans l'avenir. Bon, on imagine bien que quand on crée une captive, c'est pas pour couvrir un risque tout de suite, et effectivement, c'est plutôt sur le long terme, puisque j'imagine que ça a un coût et c'est réservé aussi à certaines tailles d'entreprise. Tout à fait. Alors, peut-être juste avant de venir là-dessus, je vais peut-être vous parler du régime spécial, enfin des changements, parce que c'est tout à fait lié à ça. Ce changement. Donc, en fait, c'est une réforme qui est très attendue. La principale, les sociétés françaises, il y avait que 10% en fait qui avaient leur captive en France. Elles étaient créées plutôt à l'étranger, du type Luxembourg. Et donc, l'objectif de la réforme, c'est de dire, non, venez faire vos captives en France. Et pour ça, ils ont créé une provision pour résilience. Alors, la provision pour résilience, on pouvait en passer avant, mais le grand changement, c'est qu'elles sont faites en déduction des impôts, en fait. Elles sont pas imposables, ce qui permet donc de créer ces provisions en franchise d'impôt sur le long terme. Donc ça, c'est la grande nouvelle. C'était très attendu. Et donc le régime français est assez similaire maintenant au luxembourgeois. On pense que vraiment l'idée, c'est de concurrencer justement le Luxembourg et de favoriser le développement des captives en France. Oui, tout à fait. Favoriser la création de captives en France. Et puis pour des sociétés françaises, c'est pas toujours très bon en termes d'image d'avoir des captives à l'étranger. Donc vraiment, on est très content de cette réforme qui va favoriser les captives en France. Et donc, on va pouvoir utiliser cette provision ensuite sur une période de 15 ans. Et donc, après, si elle n'est pas utilisée, au bout de 15 ans, elle est réintégrée dans le résultat fiscal. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la principale réforme. Il faut quand même avoir 1,3 million de capitaux propres minimum. Donc, en effet... il faut une surface financière importante. Il faut une surface financière importante. Et puis, comme c'est un peu comme une société d'assurance ou de réassurance, on est soumis quand même à une réglementation assez lourde. Donc, en effet, c'est pas pour n'importe quelle société. Il faut passer par l'autorité, justement, voilà, il faut avoir un agrément. Exactement, il faut obtenir un agrément. Et puis ensuite, on est soumis aux règles de l'autorité, que ce soit en termes de gouvernance, de fonds propres. Donc, c'est assez lourd. On considère en général qu'une société qui a plus de 200 000 euros à peu près de primes d'assurance par an doit réfléchir à créer sa propre captive. Et donc, nous, en tant que cabinet d'avocats, Carbonnier Lamaze, RAL, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a pas mal d'appels entrants, c'est une nouvelle problématique pour les entreprises. Donc, on les aide, on les accompagne pour déterminer si c'est intéressant pour eux ou pas de créer leur propre captive. Et puis ensuite, pour toute la phase de mise en œuvre.
Et pour terminer, concrètement, comment ça fonctionne? Donc, comment ça fonctionne? Première étape, on vient voir, voilà, est-ce que c'est intéressant ou pas de créer sa captive? Est-ce que ça vaut la peine? On regarde les primes qui sont payées, voilà, les coûts en face. Ensuite, donc, il y a toute cette phase dossier d'agrément. Première étape, et en parallèle, toute la phase juridique avec la création de la structure juridique et puis la mise en œuvre de toutes les relations contractuelles entre la société mère et la filiale captive de réassurance. On va conclure là-dessus. Merci pour cet éclairage sur les captifs de réassurance. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit ce Lex Inside et on va parler comment un avocat peut développer sa marque personnelle avec mon invité Francesc Dominguez, consultant en marketing juridique et en marque personnelle et auteur de l'ouvrage La marque personnelle de l'avocat, disponible sur Amazon. Francesc Dominguez, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors pourquoi avoir écrit cet ouvrage sur la marque personnelle de l'avocat et à qui est-il destiné? Alors le pourquoi de cet ouvrage est dû au fait que le marché juridique est un marché dans lequel peu d'avocats et de cabinets se distinguent, ce qui les amène souvent, par exemple, à rivaliser sur la base des honoraires. L'ouvrage a un contenu applicable à n'importe quel avocat, peu importe sa spécialité, le cabinet dans lequel il collabore, les années de pratique professionnelle, ou la zone géographique où il exerce, car une marque est l'empreinte ou l'impression que l'avocat laisse auprès des autres. C'est l'image qu'on associe à celui-ci. Tous les avocats ont une marque, car ils laissent tous une impression auprès des autres, mais peu possèdent une marque personnelle prestigieuse. Ce livre raconte le cheminement pour développer la marque personnelle et en quoi celle-ci est une clé essentielle pour celui qui veut stimuler sa carrière. La marque personnelle est un sujet vital pour l'avenir de l'avocat et de son cabinet, de la même façon que le marketing juridique, qu'on peut définir comme le lien entre le cabinet et ses cibles. Il faut prendre soin de sa marque personnelle, car c'est elle qui détermine si les clients potentiels feront appel à nos services. C'est un livre qui se lit comme un roman, où se font des prises de conscience au fur et à mesure des conversations, grâce aux résonances avec le propre vécu de l'avocat. En fait, le livre raconte la rencontre entre trois avocats avec un consultant en marque personnelle qui leur explique comment définir leur marque personnelle et les gérer afin de trouver la meilleure version des avocats. Alors, en quoi il faut développer sa marque personnelle pour un avocat? Pourquoi est-ce essentiel? Pour résumer dans la grande ligne, avoir une marque personnelle prestigieuse nous permet une meilleure employabilité, l'obtention de nouveaux clients, et voire même de nouvelles collaborations avec d'autres professionnels, ainsi qu'une protection face aux éventuelles crises ponctuelles en matière de réputation. Quels sont les grands messages que vous voulez passer dans votre livre sur la marque personnelle de l'avocat? Alors, il y a trois idées clés dans l'ouvrage. La première idée, c'est la nécessité de trouver la meilleure version de soi-même. La base pour avoir une marque personnelle, une très bonne marque personnelle, est pareille à celle de la génération de confiance. Être un bon avocat est une personne intègre. La gestion de la marque personnelle, il s'agit surtout de trouver la meilleure version de soi-même et de la communiquer, de montrer la valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients cibles. La gestion de la marque personnelle est un développement à la fois personnel et professionnel, un processus complexe qu'il faut aborder de manière simple. Le point de départ est la volonté et la détermination à stimuler sa carrière. Comme il est souligné dans ce livre, pour y parvenir, il faut se poser certaines questions et comprendre comment on est perçu par les autres. C'est vraiment cela qui nous fait ou nous défait sur le marché. Rappelons-nous que la perception est la source de notre réussite ou de notre échec dans notre vie professionnelle. Alors, tous les avocats ont un potentiel caché. Le livre montre comment un excellent conseiller externe peut aider ses clients à les découvrir et apporter une grande valeur ajoutée. Quelles sont les autres idées clés? La deuxième idée clé, c'est le besoin d'apprendre à générer plus de confiance. L'une des finalités de la gestion de la marque personnelle est d'apprendre à générer plus de confiance sur le marché. La confiance est la grande valeur universelle, un lien émotionnel et aussi une compétence, ce que beaucoup de gens ignorent.
Alors, c'est une compétence, car nous pouvons apprendre à inspirer plus de confiance auprès des autres, aussi bien en tant que marque de cabinet comme marque personnelle. Il faut trouver de nouveaux clients grâce à la confiance. Mais la troisième idée clé du livre est la nécessité d'acquérir des compétences commerciales. Les avocats donnent souvent la priorité à la formation technique au détriment de la formation commerciale, alors que c'est ce dernier qui les démarque. La plupart des avocats devraient acquérir des compétences commerciales, ce qui leur apporterait plus de bénéfices. La preuve est qu'actuellement, beaucoup de cabinets, y compris les plus grands, sont contraints de baisser les prix. Alors, pourquoi doivent-ils se livrer à une baisse de prix? Parce qu'ils ne savent pas vendre de manière appropriée, ou mieux dit, aider les prospects à faire appel à leurs services juridiques. Donc, pour contribuer à marquer un avant et un après dans sa carrière professionnelle, savoir dans sa marque personnelle, c'est indispensable d'acquérir des capacités commerciales. On doit prendre en compte qu'il ne suffit pas de bien positionner la marque personnelle, mais aussi d'aider les clients potentiels à faire appel au service de l'avocat grâce aux techniques qu'on décrit dans ce livre. Un point très important. Plus sa marque personnelle ou celle du cabinet sera forte, moins on aura besoin de faire des efforts commerciaux pour que le client fasse appel au service de l'avocat. Que se passerait-il si, grâce à une correcte gestion de ces marques personnelles, nos cabinets disposaient d'associés ou d'avocats reconnus en tant qu'experts de référence dans leur spécialité à l'échelle locale, régionale, nationale ou internationale? La question reste à se poser. Merci Frances Dominguez d'avoir parlé de l'importance de développer sa marque personnelle pour un avocat. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.